Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress, votre podcast préféré présenté par mon humble personne, Monsieur Léo Sartel, joueur de football américain en France et un des youtubeurs les plus beaux gosses du game, et mon ami de toujours depuis quelques semaines, Monsieur Nicolas Pirmas. Exactement, what's up? Comme on peut voir, Léo est très humble, une chance qu'il nous l'a dit. Moi, je vais juste me présenter en tant que moi aujourd'hui. Je vois Léo te drop le podcast. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, Sans Stress podcast, du Sans Stress podcast, Sans Stress. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère Sans Stress. Genre, l'émission, le podcast s'appelle Sans Stress, mais on n'est pas obligé de rajouter Sans Stress podcast juste derrière, tu vois. Podcast juste derrière Sans Stress. Je vois, mais en plus, c'est toi l'artiste, hein, donc moi, je vais te laisser aller avec ça. Ton feeling, tu vois, comment tu te sens? C'est ça, c'est mon choix. Dans cet épisode, moi, je voulais aborder comment j'ai appliqué quelques méthodes et quelques façons de penser pour m'améliorer, que ce soit dans mon sport ou dans la vie de tous les jours, dans mon craft, que ce soit pour YouTube, pour la création de contenu, etc. Et je voulais aborder 5 points que j'ai trouvés qui m'ont été utiles, qui m'ont servi, qui pourront peut-être vous servir à vous qui écoutez, ou même peut-être toi, Annick, même si je sais que tu excelles dans tout ce que tu fais, parce que waouh, tu es une personne incroyable. Ouf, c'est gentil, mais non, je suis loin d'être là, donc j'ai bien hâte d'entendre ça. Puis c'est sûr que, bon, j'ai des choses dans lesquelles j'excelle, ou en tout cas que je fais pas si mal que ça. Donc c'est sûr que j'aurai mes petits points à amener, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles je m'améliore ou que je suis en pleine... dans le fond, en plein travail justement pour devenir meilleur, plus efficace, etc. Donc je pense que ça va être un podcast intéressant pour toi, pour moi et pour, idéalement, nos auditeurs. Je pense que de toute façon, on n'excelle jamais vraiment. Genre, le mot exceller, c'est excellence, tu vois. Personne n'est jamais excellent, parfait. Mais c'est comme tu dis, c'est comment on peut travailler pour s'améliorer tous les jours et devenir une meilleure version de nous-mêmes dans tous les domaines. Moi, le premier point dans lequel j'excelle, c'est le tableur. Le quoi? Le tableur Excel. L'applique. Ouf, ok. Ou une chance qu'on fait un podcast puis pas une émission de comédie parce que tabarnak. Wow. OK. Non, autant pour moi. En vrai, un des premiers points que j'ai appliqué à des choses, je pense que c'est le plus important en vrai quand on commence un projet ou quand on veut s'améliorer dans le sport, etc. C'est combien de temps on y consacre. Quel pourcentage de notre vie ça représente. Pour moi, la vie, c'est représenté par comme un gros rond avec différents parties dans ce gros rond. T'es-tu grossophobe? Non, rien à voir, gros. Ok, parfait. Excuse-moi. Vraiment un cercle et du coup divisé en plusieurs pourcentages. Un des premiers, c'est la famille, la santé, le sport et du coup le travail. J'ai la chance d'avoir certains qui se regroupent, mais pour moi, il faut trouver une balance et un équilibre. Tu peux pas avancer dans la vie si tu n'as pas ces 4 en balance, et c'est 4 qui fonctionnent. Maintenant, après, libre à toi d'apporter un pourcentage différent à chacune de ces cases. Par exemple, je sais que j'apporte 0% à ma famille, je les vois jamais. Non, c'est pas vrai, bien évidemment. Je vais manger chez ma maman toutes les semaines, c'est un pourcentage. Je vais passer une vingtaine d'heures à m'entraîner pour le sport par semaine. La santé, j'ai de la chance d'être en santé grâce au sport. Je pense que ça aide aussi de faire du sport pour être en santé, c'est sûr. Et niveau du travail, c'est un des plus gros points. C'est mon plus gros pourcentage dans la semaine, c'est développer, faire du contenu, faire des choses comme on est en train de faire, etc., etc. Et je pense que pour les personnes qui veulent commencer un projet, qui veulent s'améliorer, il faut prendre ce temps de se poser et de faire un planning, entre guillemets, et de dire, ok, c'est quoi le plus important pour moi, tu vois. Si peut-être t'es à un âge où malheureusement t'as des personnes dans ta famille qui vont moins bien, bah, ça va être important, elles vont arriver en priorité avant peut-être un shift en plus, tu vois. Si t'as un shift de travail en plus, peut-être que tu le supprimeras pour aller voir de la famille, je sais pas. Toi, comment tu gères ta balance de temps par rapport à tout ce que t'as à faire. En plus, toi, t'as les études. Ouais, juste rappeler les 4 points, s'il te plaît, pour être sûr, je présume pour ça à la maison, mais aussi moi, t'avais dit famille... santé, travail, mais l'autre c'est amis? Sport, ok. Famille, okay, amis, je les fusionne ensemble, ouais. Ah, ça me surprend que tu regroupes pas dans ta tête, là, je sais que c'est pas une thèse que tu fais, mais santé et sport. Parce que je présume que pour toi et pour moi, comme on joue un sport quand même de haut niveau, on le sépare de notre santé parce que des fois même ce sport peut malheureusement détériorer notre santé.
Mais je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, ou n'importe qui fait pas du sport de haut niveau, que c'est pas un gros, une grosse portion de leur vie, souvent, être en santé vient avec leur activité physique ou faire leur activité physique quotidienne, hebdomadaire, whatever, vient avec un but de santé là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que ça pourrait se regrouper pour la plupart des gens. Même pour nous, parce qu'en vrai, santé, moi, quand je parle du temps que j'accorde à la santé, ça va être les soins, ça va être la récupération, ça va être faire attention Ok, à ton son corps, alimentation, tes habitudes alimentation, de vie, etc. bien dormir. Et bien dormir, voilà, Mhm. c'est d'ailleurs le principal pardon, point de la santé, c'est ton sommeil, c'est important. Mhm. Et c'est vrai que ça peut totalement se regrouper avec le sport parce que c'est quand même assez proche. Donc ouais, en vrai, ça va être sport, santé, les amis, la famille et le travail. Mhm. Ok, je vois. Puis une autre petite question que j'avais, excuse-moi, je suis intrusif aujourd'hui. Quand tu dis que les chiffres de travail, par exemple, tu sais, prendre un chiffre de travail de plus pour ou de moins pour justement s'occuper d'un autre cercle important dans notre vie, ses amis, quelqu'un qui va pas bien dans notre famille, etc. T'as déjà fait des chiffres de travail, Léo? T'as pas J'ai toujours déjà été... travaillé, ok, j'ai travaillé une fois. En fait, Hmm. je travaille tous les jours techniquement, mais j'ai déjà travaillé pour un patron. Euh, Quelques fois, j'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles à Évian, au bord du lac, très cool. Et j'avais fait quelques extras, ça s'appelle. Donc en gros, tu remplaces, tu passes des soirées, tu sais, tu mets la table, tu sers les gens, tu fais serveur toute une soirée, ou tu fais de la manutention, tu viens bouger des tables, etc., etc. Et finalement, pour un été, c'était l'été 2018, il me semble, j'étais embauché en tant que... Le matin, je devais faire les lits, ranger les chambres, etc., récupérer le linge sale, et le soir, je devais servir. Et mon premier jour, j'arrive et j'avais une petite barbe. J'avais pas la barbe que j'ai maintenant, il y a quelques années, j'avais une barbe un peu d'adolescent prépubère La avec barbe Nick juste... Piermas? Ouais, de ouf. Non, vraiment un peu plus, mais tu sais, les poils pas soudés entre eux. Les poils, ils ont pas envie ils sont pas potes. Du coup, j'avais un petit bouc, une petite moustache et un peu sur les joues, genre mi-loup-garou, mi-Wolverine, mais de Wish, vraiment. Et je suis allé au travail avec ça, et du coup, je suis arrivé le matin à 8h, ils m'ont dit, ouais, ça c'est pas possible, ça fait pas propre, va falloir que tu te rases. Et ils m'ont donné un rasoir jetable, même pas un vrai rasoir, c'est une lame de barbeur là. Ouais, ouais. Et je suis allé dans une toilette et il n'y avait pas d'eau chaude. J'ai dû me raser à l'eau froide avec une lame comme ça. Finalement, je savais pas faire. Je m'étais juste coupé, je saignais et tout. Je m'étais coupé la gorge. Donc ça commençait pas très bien. Finalement, je fais ma matinée. J'enlève tout le linge de toutes les chambres du dernier étage. J'arrive dans l'ascenseur pour descendre, c'est des gros sacs de linge. Et il y a genre ma responsable qui est dans l'ascenseur qui me dit Eh monsieur, si vous voulez continuer de travailler avec nous, il va falloir vous couper les cheveux. Hein. Tu dis, wow, madame, là déjà on m'a dit la barbe, j'arrive en saignant. Ils me disaient que la barbe était pas propre, finalement je vais saigner tout le shift. Faites-moi pas saigner du crâne là, s'il vous plaît. Non, ouais, elle m'a dit, ouais, même. J'avais fait un chignon, franchement, j'avais mis du gel, c'était bien et tout, tu vois. Mais elle m'a dit, les cheveux longs pour un garçon, ça va pas être possible, va falloir couper ça. Et après ça, je suis allé à la pause repas et j'ai été DM. À l'époque, j'avais déjà fait mon contenu YouTube, j'ai été DM. Ouais, on t'invite à venir à un camp en Autriche, faut que tu partes demain, par contre, voilà, est-ce que t'es chaud? J'ai fini mon repas, j'ai pris mes affaires, je suis rentré chez moi. J'ai pas fini ma journée, je suis parti, j'ai dit vas-y, c'est un signe du destin. Et voilà, c'était mon expérience de travail dans ma vie. Est-ce que c'est pas l'EFAJA qui est le camp en France, c'est l'autre camp, je Non. présume? Ouais, c'est le camp qui s'appelait Europe Elite Exact. Camp à Vienne, en Autriche. Et c'était vraiment cool et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Ok, parce que je sais que dans tes vidéos, il y a deux vidéos, si je me rappelle bien, où tu as fait des camps. Un où tu as coaché, un où tu as joué. Donc là, on parle du camp où tu as joué. Là. Exactement. Où j'ai joué, je suis parti en Europe jouer, c'était très cool. On pourra en parler dans un prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire si ça vous intéresse, que ce soit sur nos réseaux ou dans les commentaires, comme d'habitude. Mais ouais, ça pourrait être un sujet d'un autre épisode parce que j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas et puis l'expérience que ça fait de pouvoir faire ça. Je tiens à dire que quelqu'un vient de me dire que je suis pas un Léo Sartel fan. Hein? Ouais, je connais les vidéos, je connais le timeline. Vous faire foutre. Wow. Non. Ouais, c'est ça, je t'ai posé la question parce que ça me fait rire parce que bon, on se connaît, puis je savais que t'as eu la chance, en même temps t'as travaillé pour, mais de travailler à ton compte presque toute ta vie. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens comme moi. Moi, j'ai eu des jobs, mon gars, des jobs absurdes. Et
dont un jour, justement, on en parlera dans un épisode, mes pires emplois, ça peut être très drôle. J'ai travaillé au Victoria's Secret, donc le magasin de lingerie, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si c'est connu en France. Si, c'est hyper connu. Ah, T'inquiète ben, pas. parfait. Donc, j'ai un des seuls gars hétéros, d'ailleurs, là, parce que quand je dis ça, les gens ils font « Est-ce que tu serais pas... Mais non, qui vendait des soutiens-gorge pour femmes, de la lingerie. Et puis... ça me fait rire que tu parles aussi du côté, tu sais, la France, qu'il faut avoir un certain décorum pour des jobs même qui ne nécessitent pas de diplôme. Là, on parle d'une job, comme, en tout cas pour nous, qui serait une job étudiante ou une job de entry level, comme on dit en anglais. Donc, Mhm. un emploi que tu peux aller chercher sans avoir fait d'autres hautes études. Et moi, j'étais au Victoria's Secret Bureau, je travaillais avec des Vans, des chinos, puis des tresses dans mes cheveux, et personne m'a rien dit. C'est juste, est-ce que t'as eu un bon feeling lors de l'entrevue? Est-ce qu'ils ont l'impression que t'as la belle gueule dans le sens que t'es capable de vendre? Là, je parle même pas de quoi j'ai l'air physiquement, mais juste, est-ce qu'ils ont l'impression que tu peux être vendeur, avoir des interactions positives avec les clients, potentiellement convaincre des gens d'acheter et tout? Donc, c'est ça. Je comprends. Mais de mon recul, d'avoir vécu au Canada, au Québec pour être précis, et en France, je pense que je t'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment remarqué cette tendance dans les magasins, dans les restaurants, les serveurs, les gens qui travaillent dans les magasins sont beaucoup plus jeunes au Canada. C'est souvent des gens qui sont en études. C'est des jeunes. En dessous de la trentaine la plupart du temps. Je dirais une des majorités. Il y a quand même, bien sûr, des gens plus vieux. Alors qu'en France, par exemple, tu vas dans un supermarché, à la caisse, des fois, tu as des jeunes, mais c'est majoritairement des personnes plus âgées, entre guillemets âgées, c'est un grand mot, mais au-delà de la quarantaine, etc. Pareil dans les restaurants au niveau des serveurs, pareil dans les magasins. Alors qu'au Canada, il y a beaucoup plus de jobs étudiants, entre guillemets, un peu plus facilement accessibles. Et puis, ouais, tu travailles aussi beaucoup plus jeune, à 16 ans. Oh. Non, c'est sûr on avait parlé de ça souvent. Puis oui, nous c'est très commun. Là, c'était fin du secondaire, donc fin du lycée, puis pour vous là. Et t'as pas un emploi étudiant, c'est soit que t'es un quote unquote fils de riche, ou que tu fais quelque chose. T'es pianiste de haut niveau à côté, ou genre tu joues au hockey au plus haut niveau, et donc t'es toujours en train de voyager. Mais même moi qui joue au football au secondaire, donc ça prend quand même un bon moment de mon horaire, pas comme maintenant à l'Uni, mais quand même. Tu sais, des pratiques 3 fois semaine avec un match à fin de semaine, quand même, tu vas te chercher une job étudiante, tu essaies de rentrer au moins 10 heures semaine, et ça devient genre ton argent de poche. Parce que bien sûr, à ce moment-là, t'habites chez tes parents, t'as pas nécessairement d'auto, t'as pas nécessairement de réelles dépenses, mais tu veux aller au cinéma, tu veux te payer 2, 3 trucs, tu veux sortir avec tes amis, etc. Mais si tu trouves que les gens étaient jeunes au Canada quand tu étais là avant la COVID, frérot, depuis la COVID, qui a créé une perte d'engouement pour les jobs étudiants, parce que beaucoup de jeunes ont reçu des aides gouvernementales qui étaient un montant plus grand par mois que ce qu'ils pouvaient gagner avec des jobs étudiantes. Et donc, on dirait que ça a enlevé... Ben, premièrement, il y a des gens qui ont fait des économies. Mais deuxièmement, t'as des gens à qui ça... Ils ont dit, attends, moi, tu sais, dans la vie, quand tu reçois un certain montant, tu veux plus jamais descendre. Parce que des gens, ils se disent, attends, moi, je travaille plus à 15 $ de l'heure, là. Moi, je vais aller... En plus, ça a créé plus d'ouverture pour beaucoup de compagnies d'engager des gens à distance, faire du télétravail. Donc, tu as des jeunes qui habitent dans une petite ville que peut-être qu'avant, ils auraient travaillé au fast-food de la ville. Et maintenant, ils se disent, ben non, je vais peaufiner mon CV un petit peu et je vais appliquer pour une job de marketing à Montréal, entry level à 20 $ de l'heure, puis je vais travailler de chez moi. Donc, aujourd'hui, là, si tu vas au Tim Hortons, au McDo, au Burger King, n'importe quel fast-food ou, tu sais, petit commerce qui serait typique d'avoir un étudiant de la vingtaine, début vingtaine, fin adolescent, frérot, ils ont 13 ans. Ils ont 12 ans. Ils ont 4, c'est ridicule. Ils ont 14 ans. Encore plus frappant, je suis allé au Zoo de Granby cet été avec ma copine. Parce que, bon, elle vient pas du Canada, donc c'est des petits trucs un peu touristiques qui lui faisaient plaisir. En plus, elle aime beaucoup les animaux. Et il y avait des jeunes, littéralement de 8 ans, qui avaient une petite job d'entretien. Et je me suis dit, attends, mais au Québec, il me semble qu'il y a une loi par rapport à l'âge minimum, mais non. Non, à partir du moment où tes parents peuvent signer une décharge, il n'y a pas d'âge minimum pour travailler au Québec. Non. Je pense qu'il y a une loi par rapport au fait qu'il faut que tu aies 16 ans et plus avec décharge de tes parents pour pouvoir manipuler de l'argent. Okay. Mais le reste, surtout pour les PME, donc petite moyenne entreprise, frérot, tu peux avoir 7 ans. Là. C'est à la discrétion de tes parents ou ton gardien légal et la personne qui dirige l'entreprise, c'est son entreprise.
Donc il y avait des gens qui travaillaient à 7 ans au zoo et moi je faisais des vidéos sur internet déjà à cette époque. Donc, tu vois. Tout est lié. Voilà. En tout cas, pour résumer ce premier point, en vrai, quand tu commences un projet, quand tu commences quelque chose dans la vie, il faut pouvoir y accorder du temps, il faut pouvoir trouver un trou dans ton emploi du temps, dans ton horaire. Et par exemple, comme tu as parlé de 3 pratiques par semaine au lycée, au secondaire, quand tu faisais du foot, si vous faites du sport en France, par exemple, je sais que le football américain, nous, on est un des plus gros clubs en France, on a 3 pratiques, 3 entraînements par semaine. Si tu veux t'améliorer, si tu veux progresser, entraîne-toi plus, va 2-3 fois au terrain en plus par rapport aux autres. Moi, c'est ce que j'ai fait et je vois que ça a un impact de fou sur mes performances. Tu vois, peut-être tout le monde ne fonctionne pas exactement comme ça, mais si tu t'entraînes, si tu fais exactement le même temps, t'alloues le même temps que les autres à ton business, à ton sport, à tout ça, eh ben, il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles tu performerais mieux que les autres, tu vois. Donc voilà, ça c'est un des premiers trucs. Je suis d'accord. Je pense aussi que c'est... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Je suis d'accord, je pense aussi que c'est un peu plus facile. Tu sais, si je peux me permettre, là, dans la vie, quand j'ai eu de la misère à mettre du temps dans quelque chose, à part si c'était quelque chose d'obligatoire, donc l'école, jusqu'au secondaire, là, au lycée, c'est obligatoire au Québec, ou en tout cas jusqu'à 16 ans. Je sais pas moi, aller à l'hôpital une fois par année pour s'assurer que sa santé soit correcte, aller au dentiste, tu sais, toutes des trucs, logiquement, tu fais parce qu'il faut le faire. Bon. Mais à part ça, des choses, des choix de vie, là, le sport que tu pratiques, la profession que tu fais, les études dans lesquelles tu étudies pour les gens de mon âge, etc. Si ça te demande un gros effort et vraiment de te botter le cul pour le faire, c'est peut-être pas la chose pour toi. Et je sais que ça peut être difficile parce que des fois, on se fait dire par la société ou les gens autour de nous, nos parents, de choisir un certain path de vie, là, un certain chemin dans la vie, ou pour rendre fiers les gens, ou pour même avoir une bonne image sociale. Ah, je vais faire tel job, ou je vais me lancer dans ce projet parce que ça va bien paraître. Ben, c'est peut-être pas la chose à faire. Regardez, avec Léo dans ce podcast-là, il a arrêté l'école après le lycée. Il travaille à son compte. Pour beaucoup de gens, ils n'auraient jamais osé faire ça à cause du regard des autres, mais il n'a jamais un souci à mettre de l'effort dans ce qu'il fait parce qu'il a choisi vraiment un chemin qui le passionne, qui le rend heureux. Donc c'est ça aussi, je dirais, oui, il faut mettre plus de temps dans les choses pour réussir, mais si vous voyez que c'est extrêmement difficile de mettre du temps là-dedans, c'est peut-être pas la chose dans laquelle vous voulez vraiment réussir. Puis là, il faut peut-être faire un travail de questionnement de soi. C'est sûr. Non, c'est très vrai ce que tu dis. Après, il y a beaucoup de gens que j'ai pu côtoyer. Moi, j'ai la chance d'avoir une passion qui me rémunère, tu vois. Genre, en même temps que je suis passionné et que j'aime ce que je fais, ça met des pâtes dans mon assiette ou du riz. Et c'est cool. Mais il y a beaucoup de gens qui sortent du lycée. Je pense qu'en France, en particulier, on fait pas un très bon travail d'exploration de ce qui nous plaît, tu vois, que ce soit le sport, que ce soit la création, que ce soit l'art, etc. Il y a beaucoup de gens qui sortent du lycée qui ont 18 ans, 19 ans pour certaines personnes, 17 pour d'autres, et qui sont là en mode, je sais pas, et qui se lancent dans des études, et t'as vu, comme t'as dit, ils se retrouvent dans ce cercle vicieux de ça me plaît pas vraiment, faut que je me botte le cul tous les matins pour me lever, ça me saoule, mais vas-y, je le fais parce qu'il y a la pression. Mais en même temps, si je le fais pas, j'ai plus rien, tu vois. Et je pense que on a de la chance d'avoir été un peu... d'avoir découvert des passions assez tôt. Et je pense que ça s'exprime aussi par une ouverture d'esprit, tu vois, parce qu'on est curieux de notre côté, de s'informer sur les choses qui nous plaisent, etc. Mais c'est pas pareil pour tout le monde, malheureusement. Il y a certaines personnes qui qui sont pas passionnés, mais ça viendra. Moi, je pense que pour être passionné, tout le monde peut finir passionné par quelque chose. Faut juste essayer. Faut essayer des trucs. Il y a des trucs qui vont pas te plaire, il y a des trucs que tu vas échouer, il y a des trucs que tu vas pas avoir envie de les faire. Et un jour, tu vas tomber sur un truc, tu n'as aucune idée, et tu vas devenir un joueur e-sport professionnel, ou alors un professionnel du Rubik's Cube, et ça mettra de l'eau dans tes pâtes, dans ton assiette. Léo, est-ce que tu nous parles de tes rêves cachés? Parce que ce que vous savez pas, c'est que avant de commencer le podcast, il y a un petit 5 minutes, on discute vite fait de où on pense aller et tout, malgré que c'est très peu scripté notre podcast, là, on y va vraiment avec le flow, mais on a une petite discussion, là, on habite dans des pays différents, donc on n'a pas la chance de se voir pendant la journée. C'est comme ce podcast sert aussi de notre conversation hebdomadaire, donc c'est cool. Tu veux dire qu'on a la chance de pas se voir pendant la journée? Ah, voilà. Et puis, pendant les 5 minutes ou 10 minutes qu'on prend pour discuter avant de lancer l'enregistrement, ça fait
3 semaines que Léo ne fait que jouer avec son fucking Rubik's Cube, comme si c'est 2003 au primaire. Et ça me frustre. 2003, j'étais pas au primaire, mais bon, j'étais à la garderie. Mais peu importe, genre, votre gars, c'est un geek. Et il a dit ça comme si c'était un truc farfelu que quelqu'un pourrait aimer. Non, il aime vraiment ça. Non, ouais, c'est totalement mes rêves inaccomplis, être joueur professionnel e-sport et champion de Rubik's Cube. Mais c'est parce que, en fait, j'ai un problème. Je sais pas si c'est un problème, je pense que ça m'a aussi ouvert des portes dans la vie. Mais gros, je supporte pas le fait de pas réussir quelque chose. Genre, ma copine est venue en France avec un Rubik's Cube. Et elle a fait vite. Et gros, moi je savais le faire à l'époque, j'avais appris. Et j'ai réessayé et je mettais du temps. Et elle me battait en temps et je peux pas laisser ça passer. Il y a un esprit trop compétiteur de ok, à un moment dans ma vie, j'arrivais à faire un Rubik's Cube en moins d'1 minute. Faut que je retrouve les mécanismes, faut que je réapprenne. Pareil pour League of Legends, je suis trop nul à ce jeu. C'est le jeu e-sport dont je vais te parler. Mais je continue à y jouer en essayant de progresser. Petit fun fact, j'ai pris un cours ce matin de League of Legends. J'ai passé 1 heure avec un coach. Geek. Gros, je supporte pas le fait de pas réussir, d'être mauvais à quelque chose, tu vois. Et je pense que c'est cool parce que du coup, dans la vie, ça fait de moi un peu, pas forcément un perfectionniste, mais un mec qui peut progresser. Il y a des gens, ils sont confortables. Il y a des gens, tu les appelles dans ton équipe en sport, au collège ou au secondaire. Vas-y, ils sont nuls avec un ballon, ils perdent les courses et tout, et ils rentrent chez eux, ça change rien à leur vie. Moi, quand j'étais appelé dernier pour n'importe quel jeu au primaire, ou au collège ou au lycée, c'est jamais vraiment arrivé. Je pense que c'est arrivé une fois. C'était parce que j'étais le Dark Sasuke de la classe, j'étais le mec pas trop aimé, trop populaire, tu comprends ? Pas du tout. C'est totalement faux. Mais ouais, non, et gros, je rentrais chez moi, j'étais déçu. Je me souviens d'une fois, quand j'étais au collège, j'avais 14 ans, ok ? Et en fait, il y a un truc, j'en ai parlé dans le dernier épisode, ça s'appelle l'AS. Et c'est un peu comme ce dont tu nous as parlé la dernière fois, c'est du basket intramural. On dit ça ici. Les sports intramuraux. Exactement. Sauf que nous, on a ça, et une fois par an, quelques fois par an, t'avais d'autres collèges qui venaient. Et du coup, ça se passait dans mon collège. Excuse-moi, j'ai une question. Donc là, on parle pas de vos cours on parle pas de vos cours d'éducation physique. On parle bien de quelque chose de parascolaire que tu t'inscris en plus. Ouais. Parfait. Donc c'est ok. Donc c'est ça, c'est les sports intramuraux pour nous. Ouais, totalement. Et en gros, une fois, il y a 1 ou 2 ou peut-être plus de fois par an, il y a un tournoi. Et là, c'était en l'occurrence basket, tu vois. Et je faisais du basket plus jeune. J'étais beaucoup moins mauvais que maintenant, même si Bon, non, en fait, même si c'est pas très fou maintenant, mais fut un temps, ça allait. Je suis quand même meilleur que Samy, je tiens à le dire. Wow! Oh, that's a heavy statement. I don't know about that, man. Non, c'est pas vrai. C'est sûrement pas vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au basket. Ça fait longtemps, Samy, mais... il est sneaky athlétique. Il a l'air non athlétique. J'espère qu'il va pas le prendre mal. Mais il travaille. Il est tellement passionné, un peu comme toi. On dirait aussi que c'est quelqu'un qui prend probablement personnel de se faire dire qu'il peut pas faire quelque chose. Et donc, il travaille de fou. Puis là, tu vois ce gars qui est pas naturellement coordinated pour le basket, faire des moves genre assez compliqués. Puis après, tu réalises, parce qu'il est quand même très ouvert avec sa vie puis son contenu, qu'il a travaillé de fou, là, ce move-là. Il me fascine, ce gars-là, il est vraiment drôle. Mais non, il te torche. Genre, en québécois, excuse-moi pour le français, il te détruit. C'est un grand mot. Mais non, Samy, du coup, c'est Samy, un autre créateur de contenu qu'on aime beaucoup. On vous en parle quasi chaque semaine, d'ailleurs. On est vraiment fan de lui. Ouais. Mais Samy, subscribe s'il vous plaît. On t'aime. C'est parce qu'on avait joué au basket quand Nick était venu en France il y a quelques années à la Hoops Factory. Et on s'était fait un peu laver, mais ils avaient mis une équipe All-Star face à nous. Bref, et du coup, je faisais du basket à l'époque. Avec un rappeur français connu. Ouais. On pourra en parler un jour. On taira le nom. On vous en parlera un jour. On aura notre vengeance un jour. Mais je faisais du basket à l'époque et c'était mon sport principal avant de rencontrer le football américain. Donc j'étais vraiment pas mauvais. Et j'étais inscrit à ces trucs intramuraux, ça s'appelle l'AS, mais j'y allais pas tout le temps. Et là, mon téléphone sonne. C'est le prof de sport qui m'appelle, qui me dit « Ouais, il y a un gars qui est malade, qui a pas pu venir. Est-ce que ça te dit tu viens ?» J'ai dit « Ouais, vas-y. » Il savait que je faisais du basket. J'ai dit « Ouais, avec grand plaisir, je viens passer l'après-midi. » J'habitais à 2 minutes à pied en plus du collège. Je vais là-bas, on joue le match, on est en finale. Et là, on joue avec... Tu sais, c'est mix pareil. Il y a des gens qui sont là. C'est multisport à la base. C'est pas que basket. Il y a des gens, ils ont pas envie de jouer au basket. Et
j'avais mis genre beaucoup de points. Je sais pas combien on gagnait, mais j'avais mis beaucoup de points ce match-là. Et à la fin, on perdait de 1 point. Je peux shooter à 3 points, mais en mode vas-y. Et il y a une personne sous le panier, toute seule. Pas couverte. Je fais la passe. Et là, elle prend le ballon. Et genre, elle loupe, mais de fou. Mais totalement de fou, tu vois. Même pas ça touche la planche, juste le ballon, il touche. Et c'est genre la fin du match et on perd la finale de 1 point. J'ai été au bout de ma vie. Tu sais, il y a ce truc où tu te remets en question. Est-ce que j'aurais dû prendre le shot? Est-ce que j'aurais dû le faire tout seul? La personne qui a loupé le shoot, elle en avait rien à foutre. Elle est rentrée chez elle, toute contente. Moi, pendant une semaine, j'étais dépressif au collège. Et elle... pas son souci, je lui en ai parlé, je lui ai dit ouais c'est dommage et tout, t'étais toute seule, elle dit ouais mais on s'en fout non. Et gros, ça m'a marqué, genre c'est un truc qui dans mon cerveau ça fonctionne pas, et du coup j'étais odieux, il y avait plein de gens qui m'aimaient pas en sport, parce qu'en sport j'avais envie de gagner quand on faisait des compétitions, des trucs comme ça. T'étais le petit chien là en cours d'éducation. Je vois exactement t'étais qui à l'école. On appelait ça les éducations physiques heroes, genre. C'est les gars qui faisaient pas de sport hors du cours d'éduc. Le cours d'éduc, c'était leur NBA Finals, c'était leur Ligue des Champions, c'était leur FIFA World Cup, tout ce que tu veux. Gros, je détestais ces gars-là. C'est comme, bro, genre, je suis là parce que, toi, c'était de la S, mais still, je suis là entre 12 et 1 heure, genre, au milieu de ma journée. On n'a même pas de douche après le cours de, genre, puis après, on va en cours de français. J'essaie de juste pas suer pour aller finir l'examen de français après. Et toi, t'es en train de genre, d'y donner ta vie. Genre, en fait, c'était toi. Une chance qu'on s'est rencontrés plus tard. Ouais, non, c'est sûr qu'on se serait pas aimé plus jeune. Mais... Non, absolument. Non, mais, en vrai, je rigole, là, j'exagère, mais une semaine, frérot, arrête, là. Non, j'abuse. T'es même pas dans l'équipe, ils t'ont appelé pour venir. Et toi, t'es là, tu prends ça plus au sérieux que les autres. Je te juge. Ouais, non, gros, moi, perdre, j'aime pas. C'est un truc que j'aime pas. Et pas donner, quand on fait un truc, pas donner son 100%, je trouve que c'est frustrant. Je comprends pas les gens j'ai du mal, en tout cas, à comprendre les gens qui sont sur la retenue dans beaucoup de choses, tu vois. Si tu fais un truc, fais-le à fond. Je te rejoins totalement là-dessus. On dirait juste que plus j'ai vieilli, OK, soit la Switch est à on à 100%, là c'est très très québécois comment je te parle, OK. Soit la Switch est à on à 100%, soit la Switch est à off. Dans le sens que certains trucs ou certains contextes, je m'y donne à fond, et c'est souvent quand everybody else se donne à fond. Donc, à partir du moment où je suis dans un contexte où tout le monde y travaille, tout le monde c'est sa job à temps plein, si tu veux, tout le monde c'est sa passion, je veux gagner, j'ai de la fierté à gagner, genre, ça y est. Parce que c'est moi qui a mis toutes les chances de mon côté versus toi qui a mis toutes les chances de ton côté. Par contre, à partir du moment où je suis dans un contexte où, pour certaines personnes, ça peut être professionnel, pour d'autres, c'est une passion, pour d'autres, c'est un truc qu'il a découvert hier, j'ai de la misère à être le gars compétitif, de la difficulté à être le gars compétitif, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mérite à la victoire par le fait qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Je vais donner un exemple parfait, okay, qui vient vraiment relate à ton histoire, et tu vas trouver ça drôle. Ma copine est joueuse de basket universitaire. Okay? On en avait parlé rapidement au dernier podcast. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est une des meilleures joueuses au Canada. Elle aurait peut-être été All-Canadian 4 fois de suite. Peut-être MVP du Québec 3 fois de suite. Peut-être finaliste pour être meilleure joueuse du Canada. Mais les voteurs, c'est des gros fils de pute 3 fois de suite. Donc elle a toujours fini deuxième. Mais à confirmer. Genre, c'est des rumeurs. Non. Anyway. Et donc, je te dirais l'hiver dernier, sa saison était terminée, puis elle se remettait dans le bassin, tu sais, dans le bain de jouer au basket des fois, l'après-midi et tout. Puis à un moment, c'était elle, une de ses coéquipières, et moi, qui était en train de tirer au gym. Et là, il y a 3 personnes qui sont venues et ils voulaient jouer contre nous. D'accord? Et je me rappelle plus c'est qui, ma mémoire n'est pas la meilleure, mais il y avait un gars très très fort et deux personnes genre de mon niveau. Donc, correct, mais comparé à des vrais joueurs de basket, on est nuls. Et puis, on a commencé à dominer. C'est comme si, tu sais, 2 joueuses de basket plus un gars comme correct contre un joueur de basket et 2 personnes correctes. Donc, on dominait. Donc, à partir du moment où on a commencé à dominer, on gagnait par à peu près 6 points. Puis, tu sais, c'était un match de 11. Je me suis mis à faire des trucs que je n'aurais pas fait normalement. Tu sais, j'essayais des reverse layup. Je prenais des ISO. Tu sais, les filles étaient ouvertes. Je suis comme, non, vas-y. En mode, c'est bon, genre, ça y est, on va pas, genre, on est là pour le plaisir. Faisons, genre, moi, je vais m'amuser et faisons du match un match plus serré. Bon, ça a mal tourné parce que
juste le temps que je cligne des yeux, l'autre équipe a rentré 2-3 points. Finalement, l'écart est parti. C'est 0-0. Et je rate, genre, et là, on arrive à match point. Dis-toi que c'est 0-0, excuse. L'écart est parti. C'est égalité, c'est ça que je voulais dire. Et fast forward, on se retrouve à match point. Ma copine me fait une passe wide open sur un backdoor. Okay? Donc, pour ceux qui sont pas très basket, j'ai réussi à me défaire de mon défenseur vers le baseline, donc en dessous du panier. Ma copine le voit, super passe. Et je fais un reverse layup. Donc, un layup où j'amène la balle derrière ma tête, parce que le panier est derrière moi, plutôt qu'aller pour un layup standard. Donc, devant ma tête, je rate. Il back, parce qu'on joue demi-panier, là, demi-terrain. Il clear, donc ils vont derrière la ligne de 3 points et ils marquent le buzzer beater. D'accord? Ma copine et sa coéquipière sont 2 joueuses de basket, genre de profession, tu vois. Les 2 vont jouer pro, là, bientôt. Les 2 sont extra compétitives et elles pètent un câble, bro. Genre, elles voulaient pas me parler. Ensuite, on allait au resto et tout. Je pense qu'elles passaient la soirée à mon appartement. Elles m'ont pas parlé dans l'auto. Elles m'ont pas parlé à l'appartement. À la fin, genre, vers la soirée, j'ai dit non, mais là, on va pas ruiner la soirée pour ça. Et on va pas ruiner la soirée pour ça! 2 latinas en plus, là. On va pas ruiner la soirée pour ça! T'es sérieux, là? Et voilà. Donc. Elles ont totalement raison. Bon. Elles ont totalement raison. Imagine la situation inverse. Tu fais un flag, l'été, tout ça, boum. T'es là, ça commence à mettre un peu d'enjeu parce qu'il y a des gars qui jouent au foot en face, mais pas tout le monde dans l'équipe. Et là, tu lances une balle à un gars, il la drop wide open, finalement, ou même il se fait pick, il fait rien, pick six, tu perds le match. T'aurais grave le seum. Tu vois, c'est très drôle que tu dis ça parce que c'est exactement l'explication que j'ai utilisée à ma copine. C'est exactement l'exemple que j'ai donné à ma copine pour justifier que j'avais raison. Mais là, ce que toi, t'as pas fait, c'est que t'as dit que c'était un autre gars. Mais moi, j'ai dit que c'était ma copine qui ne joue pas au foot, qui serait venue à un flag pour le plaisir avec mes amis. Et si elle avait drop le game winner, j'aurais rien dit. J'aurais rigolé, j'aurais dit c'est vraiment cool que t'es venu. Mais oui, frérot, c'est ma go, frère. Non. Gros, moi, je la quitte. Non, ça, c'est les deux. Tu vois, ça, c'est les doubles standards. Si t'es un gars et tu cries sur ta blonde parce qu'elle a foiré un truc au sport, t'es une merde. Alors que ta blonde qui crie sur toi, c'est super drôle, genre. C'est ça, c'est les doubles standards. Ouais. Mais, ouais. Après, voilà, c'est aussi quel était le mindset en venant là-dedans. Est-ce que vous vouliez gagner pour l'ego? Mais le fait que t'acceptes de perdre, Nick, ça, c'est... Ça veut dire, les gars, ils peuvent te croiser dans l'école après, ils peuvent te terminer en mode ah ouais, quand on vous a lavé et tout. Alors qu'ils ont gagné à la dernière seconde, hein. Je t'explique. Moi, j'ai une théorie que les gens qui n'acceptent pas de perdre, c'est des gens qui ont pas assez gagné dans leur vie. Moi, j'ai des victoires où j'ai puis là, je suis pas personnel à toi, là. C'est juste un hot take. Moi, j'ai des victoires où j'ai besoin d'en avoir. Et en d'autres mots, les trucs où j'ai travaillé corps et âme, j'ai mis du temps, du sang, du sweat, des sacrifices. Là, je veux la victoire. Quand je vais jouer au basket pour le plaisir avec ma copine, frérot, la dernière chose que je suis worried about, c'est la victoire. C'est passer un bon moment avec ma copine, puis faire du sport en même temps. C'est ça qui est cool. C'est bien. Ouais, c'est ça que je dis. C'est quelqu'un de mature. Ça veut dire, là, tu peux me dire droit dans les yeux que t'as pas le seum qu'on ait perdu d'autant de points contre l'équipe de basket du rappeur il y a 2 ans, 3 ans. Très différent. Oui, à 1000% j'ai le seum parce que, ils étaient fréquents, ou pour vous, ils étaient arrogants. Et 2, genre, ça c'est le thème. Tu sais, on était venus pour avoir du plaisir. J'étais en vacances, on était en France. Mais assez rapidement, après qu'on a, genre, on a fait quelques matchs entre nous avant que ces gars-là arrivent puis qu'on joue contre eux. Puis à chaque match entre nous, chaque nouveau match, le niveau d'intensité augmentait. Donc là, à partir du moment où ces gars-là sont arrivés, non, moi, je vais pas mentir, je jouais à fond. Mais là, avec ma copine, je jouais pas à fond, là. Au contraire, comme je te dis, on dominait l'autre équipe. J'ai commencé à faire des trucs que je fais jamais. Je suis pas un shooter. Je commençais à shoot. Tu comprends? Je fais pas des reverse layups. Je faisais mon meilleur Kyrie package dans 2K. C'est ça aussi. C'est une question de contexte. Frérot, il y a des gens, live, ils jouent aux échecs contre moi et ils veulent me battre aux échecs alors que, genre, j'ai joué aux échecs 3 fois dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que moi, je m'en bats les couilles, frère. Je m'amuse. Mais, si on fait, quand la saison va arriver, là, de foot, on joue for real. Toi et moi, si on se met sur un jeu vidéo que les deux on joue, genre je sais pas si les deux on fait une partie de 2K, c'est sûr que je veux te battre. Mais si on fait une partie de NHL, où est-ce que moi j'ai de l'expérience parce que j'ai grandi ici, et toi t'as probablement jamais joué, je suis pas là, genre je m'en fous de te battre. Au contraire, je veux juste qu'on ait du plaisir. C'est ça la différence. Je comprends, mais c'est bien, t'es une meilleure personne que moi. Moi, j'ai du mal à accepter la défaite, et c'est d'ailleurs le deuxième point que je vais aborder. Je pense qu'il faut apprendre et il faut accepter que dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, jamais personne n'a réussi à 100% tout ce qu'il faisait.
Genre, c'est totalement impossible. Et prendre une défaite, c'est quelque chose, tu vois. Et on dit souvent, c'est très bateau ce que je vais dire, mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est comment tu te sers de cette défaite en tant que motivation, en tant que point de focus pour te rebooster, pour te recentrer, pour tester d'autres choses. Et donc c'est important, moi c'est un point qu'il faut que je travaille beaucoup encore personnellement, parce que, comme je t'ai dit, il y a des trucs que pas réussir, même en match, tu vois, quand je réussis pas, quand je drop une passe ou que je suis un mauvais bloc, j'ai encore du mal à passer à l'action d'après directement mentalement, et je reste bloqué sur ces choses-là pendant un moment. Tu vois, par exemple, si on avait enregistré un épisode du podcast et qu'il aurait bugué, j'aurais eu du mal à me remettre dans un épisode juste après, parce que y a une frustration qui monte en moi et j'ai du mal à évacuer ça encore en tant qu'être humain. Non, je vois. Je peux comprendre. Ça aussi, c'est quelque chose que je dois travailler. C'est quand je suis irrité, je suis irrité. Puis des fois, puis ça relate tantôt au pet peeve de la semaine, mais quand il y a un truc qui arrive de négatif, on dirait que la vie est faite que là, il va y avoir une empilade de choses négatives. Mais la réalité, c'est que non. Ça, c'est notre mindset. C'est qu'à partir du moment où on est négatif, ben là, les choses qui vont arriver, on va les voir plus négativement. Alors que dans la vie, quand on passe une super belle journée, on est hyper positif, on prend tout correctement. Donc, je pense que ça, c'est purement une question de mindset. Puis, au foot, oui, j'avoue qu'à notre position, en plus, c'est très, très pertinent parce que tu drops un ballon et là, tu te dis, je vais échapper le prochain. Et dès que tu te dis que tu vas échapper le prochain, tu vas échapper le prochain. Mais je pense qu'il faut faire de la visualisation positive. Il faut aussi se dire que, regarde, il y a des chances que je l'échappe le prochain ballon. Mais si je reste positif puis que je me dis que c'était juste un bump in the road, les choses vont mieux aller. Mais si je reste négatif, je vais tomber dans un creux, puis là, je vais en échapper plein. Donc, qu'est-ce que je préfère? Moi, c'est ça qui fonctionne pour moi. Faut quand même être logique. Faut te dire, regarde, Nick, en ce moment-là, tu as deux choix. Tu contrôles pas ce qui va arriver nécessairement. Oui, bon foot, mais dans beaucoup de choses, tu contrôles pas. Donc, t'as le choix, tu contrôles ta réaction. C'est drôle, Sheriff en parle, notre head coach en parle souvent. Donc, c'est outcome equals event plus response. Donc, le résultat de quelque chose égale un événement que tu contrôles pas plus ta réponse à cet événement. Donc, c'est ça. Je me concentrerai sur la réponse à l'événement constamment plutôt que l'événement comme tel. Ouais, je comprends. Quand je jouais à Saint-Hyacinthe en Division 3 au Québec, la première fois que je suis parti en 2017, on avait un coach pendant tout le match, il criait sur la sideline « Contrôle ce que tu peux !» Et ça nous faisait grave rire à l'époque parce que vraiment il criait ça, mais genre toutes les minutes, pendant tout le match. C'était sa phrase là. C'était un bot, une IA, il disait que ça. Et au final, maintenant, quand je joue, encore je me répète cette phrase, je suis en mode « Mais ouais, c'est vrai, genre... » Qu'est-ce que je peux contrôler sur le fait qu'il commence à pleuvoir deuxième mi-temps et du coup c'est chiant de jouer receveur quand il pleut ou des trucs comme ça, genre des trucs qui m'irriteraient, genre je peux pas contrôler le fait que un joueur avec qui je joue il fumble 3 fois le ballon sur un match contre le Flash par exemple, mais tu parles de quelqu'un en particulier là, tu veux nommer non, juste comme ça j'ai dit au pif, tranquille, mais ouais c'est vrai, c'est contrôler sa réaction. Ça s'adapte à tout, hein. Le mieux tu réagis, le mieux tu vas pouvoir t'adapter à la situation. Et je pense que aussi notre façon de réagir et notre mood, il est dicté par ce qui va être mon troisième point, c'est les personnes de qui on s'entoure, son entourage. Tu vois, j'ai eu de la chance quand je suis reparti, quand on s'est rencontrés 2019, quand j'étais au Canada, de m'entraîner avec toi, beaucoup, qui, à mes yeux et aux yeux de tout le monde... La chance de t'entraîner avec moi. Non. Non, mais là, frérot... Attends, là, c'est pas là où je veux venir. Ma tête est déjà grosse, elle va exploser. Et là, je parle pas de ma personnalité, j'ai une grosse tête physiquement, là. Ouais, physiquement. Mais parlez-moi en pas. Casque. Non, calme-toi. C'est quand même arrêtez, là. C'est une de mes insécurités, s'il vous plaît. Vous voulez me rendre heureux, dites-moi que j'ai une petite tête. Ouais, t'as une petite tête, t'inquiète. Non, ouais, mais du coup, je te considère, et comme je pense que c'est un consensus, que tu es un meilleur receveur que moi. Et c'est cool, en fait, de s'entraîner avec des gens qui sont meilleurs, de s'entourer... Quand je suis parti aux États-Unis avec Sami, Unseen Sami, faire du contenu, je considère son workflow meilleur que le mien. Il est vraiment dans le contenu depuis longtemps. Il sait ce qu'il fait. Il est organisé dans ce truc. Moi, c'est très freestyle, très vas-y, je fais ce que j'aime quand j'ai envie de le faire. Et du coup, c'est trop bien, en fait, de s'entourer de gens qui excellent dans un des milieux dans lesquels tu veux progresser, parce que évidemment ils tirent vers le haut. Nous, on a eu la chance aussi post-Covid de faire des 1 contre 1 contre des gars qui jouent en CFL
On a fait des vidéos sur ma chaîne. Et en vrai, ça, comme expérience, c'est trop bien de s'entraîner contre des joueurs pros, etc. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une de mes meilleures expériences de foot. Genre, je le dis tout le temps. C'est incroyable. Puis je le dis pas pour dire, j'ai pas pour me vanter que j'ai fait ça, mais plutôt genre, j'ai tellement appris à travers cette session-là qui est arrivée une fois pour moi. Toi, je sais que tu as eu la chance 2 fois. Parce qu'il faut comprendre que pendant la COVID, la Ligue canadienne de football, malheureusement, a dû prendre une année off parce que jouer avec toutes les restrictions COVID, comme certaines plus grosses ligues ont pu faire en Amérique du Nord, dont la NBA, la NFL, même la NHL, je pense, c'était plus compliqué pour une ligue de moyen plan, qui n'est pas une ligue de premier plan nécessairement comme la CFL, en termes de coût COVID, créer une bulle sanitaire, etc. Donc, bon, majoritairement négatif comme expérience, mais s'il y a un truc positif qui a vu être fait pour moi et Léo, c'est que ces joueurs-là étaient donc disponibles pendant l'été où normalement la saison est déjà commencée, vers juin-juillet. En tout cas les camps d'entraînement, ils étaient disponibles pour s'entraîner. Et Léo, comme il a des contacts, surtout déjà dans le monde du foot francophone, mais aussi avec beaucoup de Français qui avec l'initiative globale, étaient maintenant en CFL, on a eu la chance d'aller faire des sessions d'un contre un, comme Léo a dit, avec ces joueurs-là. Et pour ma confiance en moi, pour aussi mon apprentissage, ma perception de qu'est-ce que j'étais capable de faire contre des joueurs de certains niveaux, c'est une des meilleures expériences de toute ma vie. Là. C'était incroyable. Ouais, puis on avait la chance d'être là comme tu dis, il y avait ce truc de confiance quand on jouait, quand on passait contre des joueurs qui sont pros, qui vivent de ça, qui vivent du foot, mais aussi on avait les conseils de joueurs professionnels, je vais dropper des noms, mais genre Kevin Kaya, Régis Sibassou, qui sont des joueurs CFL, qui sont des gros joueurs. Reda Kramdi. Reda en défense, etc. Genre c'est trop cool. Et ça vient avec mon 4e point, c'est que le fait de se faire corriger, de demander des avis extérieurs quand tu lances un projet, quand tu fais du sport, c'est important. Faut pas non plus vivre sur... s'il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, ce que t'as fait là, c'est nul, franchement, arrête ». Ça, c'est pas un conseil, ça, c'est pas un avis, c'est juste... Ça, c'est pas un truc à prendre en compte. Mais un de tes amis... Même s'éloigner, si je peux me permettre, s'éloigner des gens comme ça. Pas 1 ou 2 fois. Tout le monde peut avoir une journée négative. Puis des fois, les gens, ils font ça pour te protéger. Ils ont peur que tu rentres dans quelque chose qui, pour eux, ça leur fait peur. Donc, ils ont peur pour toi et c'est des bonnes intentions. Mais en général, si vous êtes entouré des gens qui vous disent tout le temps que ce que vous faites, c'est de la merde ou de pas faire quelque chose qui vous allume, sans vouloir être trop brusque dans ce que je dis, mais for real, il faut les cut off. Il faut enlever ça de toute sa vie, là. C'est surtout à notre âge, là, à partir de la vingtaine. Je suis plus jeune, bon, on peut donner l'excuse du fait qu'on est adolescent, les gens se cherchent, mais à partir du moment où on devient des adultes, des jeunes adultes, là, qui travaillent sur notre futur, si quelqu'un arrête pas d'être négatif envers toi, garde-le pas dans ton cercle, ça sert à rien, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour lui. C'est sûr, moi, mes débuts... Mais je parle de mes débuts de YouTube de quand j'étais au collège. Après, l'environnement collège, secondaire, lycée, tout ça, il est très différent. Il y a ce truc, quand t'es jeune, quand t'es à l'école, etc. Et je sais pas pourquoi on est méchant. Les gens sont beaucoup plus méchants que dans la vraie vie. Puis t'es entouré par eux tous les jours. Il y a des gens que t'aimes pas forcément dans ta classe, etc. Et ouais, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, il y avait des potes à moi qui étaient contents, et il y en avait qui disaient bah non, fais pas ça, c'est la merde et tout, genre reste dans ton coin, reste à ta place. Et ça me fait penser à la musique Stick to the Status Quo de High School Musical 1. Très bonne référence pop culture, pardon, mes films préférés de la terre entière. Mais c'est vrai qu'en mode laissez personne vous mettre dans une case et vous dire on peut pas faire ça, on peut pas faire ci, mais prendre des avis, c'est quand même important. Avoir des gens qui vont développer quelque chose, qui vont dire ok, ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé, moi je vois ça, pouvoir leur expliquer votre vision et qui vous expliquent la leur, c'est important pour se développer. Je suis d'accord. Tu t'as demandé, tu sais pas, en fait, t'as dit que tu savais pas nécessairement pourquoi, vers ces âges-là, lycée, secondaire, on n'est pas, les gens sont particulièrement méchants. Je pense que c'est simplement parce que les gens, en majorité, ne s'aiment pas à ces âges-là. Que ça soit conscient ou subconscient. Parce que bien sûr, il y a des gens qui vont dire, mais non, moi, quand when I look back à mon secondaire ou mon lycée, j'étais populaire, j'avais des amis, tout allait bien. Certes, mais je suis sûr que si tu parles à des gens que tu as côtoyés à cette époque-là, des gens que tu ne considérais pas comme étant à ton niveau, aussi futile, comment dire, superficiel this could sound. La réalité, c'est qu'à cet âge-là, souvent, c'est comme ça. Ben, je suis sûr que si tu parles à ces gens-là, ils vont te dire que tu n'étais pas nécessairement gentil avec eux à l'époque parce qu'ils n'étaient pas dans ton groupe d'amis ou ils n'avaient pas tes
tes standards, ils partageaient pas les mêmes centres d'intérêt que toi, etc. Exactement. Ils n'avaient pas les mêmes passions que toi, centres d'intérêt, vous n'avez pas les mêmes loisirs. Et ça, donc ça, c'est ceux qui pensent qu'ils ont eu un bon moment. Ben finalement, oui, t'as passé un bon moment, mais t'étais pas nécessairement gentil. Et après, quand tu parles à l'autre moitié des gens, souvent, et là, c'est purement anecdotique ce que je dis, mais et eux, c'est non, ben oui, moi, mon secondaire, j'ai détesté, je me faisais bully, j'étais un loner, j'avais pas d'amis, tout ça. Donc en général, je pense pas que c'était pas une période de la vie où les gens étaient heureux et gentils, ou aucune personne avait les deux, en gros. C'est ce que j'essaie de dire. Tu comprends? Soit t'étais heureux, mais t'étais le méchant qui martyrisait tout le monde. Soit exact. t'étais triste et tu te faisais martyriser. C'est deux spectres abusés, bien sûr. Tout propos modéré. Mais généralement, c'est ça. Tu te retrouvais sur ce spectre quelque part. Voilà. Et pour moi, même si là, les gens vont dire, OK, mais tu te contredis. Les gens étaient donc heureux. Même ceux qui étaient méchants avec les autres, ils étaient heureux. Ben, pour moi, non. Parce que si tu martyrises d'autres personnes, que ce soit conscient ou subconscient, tu n'es pas réellement heureux. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu es en train de fuir ou que tu es en train de protéger et que tu compenses pour en étant tu fais le gars cool qui intimide les gens, ben dans le fond tu compenses pour ton insécurité interne que tu veux pas déchiffrer, que tu veux pas retravailler. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un âge où les gens font plus de travail sur eux, d'introspection et justement là il n'y a plus d'excuses pour être entouré de quelqu'un qui est constamment négatif. Tout le monde peut passer à travers quelque chose. Soyez là pour eux. Mais si quelqu'un, ça fait 3 ans, est négatif avec toi, sa vie semble aller bien, tu lui demandes si ça va pas bien, il veut pas t'en parler, frérot, il est juste négatif. 3 ans, c'est beaucoup, hein. 3 ans, c'est patient, hein. Non, mais une vraie dépression peut durer des années, là. Bien sûr. On n'est pas des psychologues, mais bon. Si je peux me permettre, pour ajouter sur ça aussi, ce que tu disais, là, c'est quelque chose dont depuis que je te connais, je trouve qu'il est vraiment cool. T'es pas juste en train de donner des leçons de vie en ce moment-là. On est juste en train d'avoir une discussion, puis t'es pas en train de preach des choses que tu ne fais pas. Un truc que j'ai vraiment aimé depuis qu'on se connaît, c'est que t'es constamment entouré de gens qui sont meilleurs que toi dans plusieurs fields qui t'intéressent. Bon, t'as dit que que c'était un consensus, je suis un meilleur receveur que toi. Je suis pas nécessairement d'accord. Dans ma tête à moi, je suis un point de développement de mon foot qui est à notre position de receveur qui est peut-être plus loin que toi, par le fait que j'ai commencé à 12 ans et tu as commencé à 17 ans. Donc, j'ai comme 5 ans d'avance. J'ai aussi joué dans un pays qui est un peu plus développé, avec des coachs qui, parfois, sont un peu plus qualifiés, avec un peu plus d'infrastructures, etc. Mais, peu importe. Donc, ça fait que peut-être qu'en ce moment, j'ai un peu plus d'expertise que toi dans notre sport. Mais, malgré qu'on a la même âge, qu'on est des super bons amis, il n'y a pas de rapport de force ici, t'as jamais été gêné de me demander comment j'abordais un tracé ou ma préparation, etc. Cette année, tu es venu me voir pendant ma saison de foot à Bishop. J'étais en saison, donc c'était plus compliqué. Mais tu as pris le temps de demander à un de mes coéquipiers. Et je t'ai vu te laisser coacher vraiment par ce coéquipier comme si c'était ton grand. D'un point de vue extérieur, of course, c'était pas ça la dynamique, il t'avait parlé comme ça ou quoi que ce soit, mais ça prend beaucoup de confiance en soi et d'humilité pour faire ça. Il y a beaucoup de monde qui sont pas capables, genre en mode même s'il est meilleur que moi ou il a plus de trucs il a des trucs à me partager en ce moment, pourquoi je vais pas le laisser faire ça, je vais avoir l'air de quoi, alors que toi autant que tu as beaucoup de knowledge dans beaucoup de choses, tu sais quand être un étudiant, et ça c'est tout à ton honneur. Eh ben, ça fait plaisir. Mais j'essaye d'appliquer ce mindset et j'ai découvert au fur et à mesure de ma vie qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent pas comme ça. Et ce qui m'a totalement choqué, pour moi, c'était totalement normal. Il y a des gens qui ont vécu des expériences, il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont essayé. Et entre guillemets, ils sont cassés la gueule avant toi. Donc, discute avec eux. Tu vas éviter de te casser la gueule. Ils vont te dire, ben ça, tu peux essayer si tu veux, mais moi, ça va pas marcher et tout. Et libre à toi d'essayer, mais la plupart du temps, les gens vont avoir une expérience et vont pouvoir t'apprendre quelque chose. Moi, comme tu dis, je pense que c'est important. Il y a toujours des gens qui savent plus, qui savent mieux, qui font mieux dans des domaines, et leur demander des conseils, leur poser des questions, c'est trop intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec d'autres créateurs, j'aime beaucoup échanger, etc. Et il y a des gens, toi-même, tu sais, dans des entourages dans lesquels j'étais avant, qui auraient dit ouais, mais ça, tu leur suces la bite et tout, tu veux juste gratter leur succès. Non, pas du tout. Je veux juste comprendre comment cette personne en est arrivée là, quelles sont les erreurs, qu'est-ce que moi je dois éviter comme erreur, etc., etc. Et c'est bien toute la théorie, l'histoire de ouais, je me suis fait tout seul, personne n'était là pour moi, etc. Mais il y a des gens qui font ça, qui réussissent, mais pour moi, ça prend beaucoup plus de temps et tu peux aller beaucoup plus loin quand les expériences et les non-réussites des autres rentrent dans ta propre expérience.
J'ai une hypothèse. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ce que tu viens de décrire là, donc cette tendance à être plus ouvert à être un étudiant de la vie, c'est autant aussi cliché que ça peut sonner, ce que je viens de dire, mais en gros, cette ouverture d'esprit que tu as à ce que tout le monde peut t'apprendre quelque chose, que ce soit une leçon de vie, que ce soit un conseil, etc. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu aimes un peu plus l'Amérique du Nord et dans ton cas précis, Montréal, le Québec, que la France, où certains diraient, puis bon, je ne vais pas rentrer dans les clichés, puis correct me if I'm wrong, mais que la France, c'est un peu plus mal vu de dire, hey, je vais apprendre de cette personne-là, je vais être l'apprenti de cette personne-là, je vais être sous l'aile de cette personne-là pendant un bout, puis après, je vais me créer. Puis après, alors qu'en Amérique, c'est genre un standard. Genre, littéralement, un des meilleurs conseils qu'on se donne, nous, dans tout. Demande à un avocat, demande à un grand politicien, demande à un grand homme d'affaires, demande à un grand athlète leur conseil de vie. Je te promets que le truc le plus récurrent, c'est trouve-toi un mentor. Ouais. Genre, pour nous, c'est normal. C'est vrai qu'on ne dit pas beaucoup ça en France. On parle rarement de mentor. Même il y a... c'est marrant, je suis tombé sur un TikTok qui parlait de ça hier. On a un truc scolaire qui s'appelle l'apprentissage. Ok. En gros, tu fais tes études et ça peut être divisé de différentes façons. Tu fais tes études une semaine par mois et les 3 semaines, tu travailles dans une entreprise. Ou alors, 3 jours par semaine, tu travailles, 2 jours d'école. Ça dépend. Mais en gros, ces dernières années, j'ai rencontré des gens qui étaient en apprentissage et qui arrivent dans des entreprises, dans des domaines qui les intéressent, et leur mentor, entre guillemets, il dit « bah vas-y, travaille ». Et c'est pas ça. En vrai, tu pourrais rester 1 an. Là, moi, où j'en suis sur YouTube, je pourrais aller voir Destroying, par exemple, qui est un des plus gros youtubeurs de football américain au monde, et rester 3 mois... Basé aux États-Unis. Exactement. Ouais, et rester 3 mois derrière lui sans rien faire. Sans rien faire. Juste regarder, savoir comment il fonctionne, savoir tout ça. Et j'en serais riche et rempli. Et je gagnerais beaucoup d'expérience à faire ça. Et ça serait archi mal vu, je pense. Enfin, mal vu. En tout cas, ça, c'est pas quelque chose de commun et c'est pas quelque chose qui se ferait en France. Moi, je sais que si un jour je prends un stagiaire, le stagiaire, il va peut-être m'aider sur, genre, je sais pas, préparer des petits trucs, mais c'est moi qui dois lui donner qui doit l'aider. À la fin du stage, c'est pas le stagiaire qui doit avoir bénéficié pour moi, Léo Sartel, mon entreprise, c'est moi qui ai dû bénéficier au stagiaire dans son apprentissage, dans sa vision des choses. Enfin, c'est un juste milieu entre les deux, mais je pense que on a beaucoup à apprendre des autres et les autres ont beaucoup à nous donner. Après, est-ce que c'est un des critères pour lesquels j'aime plus l'Amérique du Nord que la France? En vrai, j'aime beaucoup la France, hein. Tu sais très bien que, que dans nos argumentations, je meurs pour mon pays. C'est absolument faux, guys. Là, je sais pas pourquoi il dit ça devant le podcast. Normalement, il parle tout le temps contre la France. Il veut même pas chanter la Marseillaise. C'est fou ce qui se passe. C'est pas vrai, je suis corps et âme devant la Marseillaise. Non, en vrai, j'aime beaucoup ce pays. Et je suis pas... tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi, je vais partir vivre ailleurs. La France, c'est trop nul. » Je suis vraiment pas ce genre de personne. Même si peut-être je vais partir vivre ailleurs, mais... J'aime beaucoup le pays et ce qu'il apporte. C'est juste que des fois, il y a des mentalités qui me plaisent plus dans d'autres endroits et je pense que c'est un juste milieu de tout. C'est pour ça que je vais créer mon propre pays, les Hollandes. Voilà. Non, c'est ça. Excuse, je me suis mal exprimé, je veux rectifier. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi des fois pourquoi tu as une connexion avec le Québec, Montréal? Est-ce que ce serait une mentalité que tu trouvais plus... qui venait plus te rejoindre, qui était un peu plus... naturel en Amérique du Nord versus en Europe? C'est ça la question. Ouais, ben écoute, je ne saurais pas exactement te répondre. C'est vrai que je retrouve cette mentalité et j'aime cette mentalité dans mes voyages. Et ouais, en vrai, si, je sais te répondre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ça aide. Dans un des derniers... Je sais pas pourquoi tu tournais autour du pot. Non, c'est sûr que ça aide. C'est cool d'avoir... de pas avoir honte de dire bah tu fais mieux que moi ou tu fais ça bien, j'ai envie d'apprendre comment tu fais toi. C'est important. Un des derniers points que je voulais aborder, après je pense que ça mérite vraiment un épisode complet même si on a déjà abordé le sujet plusieurs fois, c'est ne pas négliger le mental, ne pas négliger tout ce qui se passe dans ta tête. T'as le droit d'être pas bien, c'est pas comme t'as dit plus tôt, tout le monde a des mauvais jours. Faut savoir entre guillemets embrasser ça et l'accepter. Si t'es fâché contre toi parce que t'as fait mal, si t'es fâché contre toi parce que t'as eu un jour un peu moins productif, ça va être un cercle vicieux. Laisse-toi du temps pour aller bien, entoure-toi des bonnes personnes, fais ce qui te plaît et tu verras que ça suivra naturellement les choses.
tout cas, pour moi, ça a marché. Il y a eu un moment, quand j'étais au Canada, encore une fois, j'ai été à un point mental très bas. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme dépression parce que je pense que c'est un peu abusif ce terme. Il peut être utilisé de la mauvaise façon. Je dirais juste que j'ai été à un point mental très bas quand j'ai appris que je pouvais pas jouer, quand j'avais pas beaucoup d'argent, que je me sentais un peu seul, etc. Et finalement, au début, j'étais en mode non, mais ça ira mieux demain, ça ira mieux, etc. Et quand j'ai commencé à accepter, à me dire non, mais en vrai, c'est juste que je vais pas bien, il y a des trucs qui vont pas bien, j'ai le droit de pas être bien et d'être un peu moins productif, etc. Et c'est là où j'ai recommencé à me mettre en selle. Après, j'ai aucun système miracle pour soigner tout ça. Juste pas se blâmer quand on réussit pas quelque chose du premier coup, pas se blâmer quand ça prend un peu plus du temps. Limiter la comparaison aux autres, ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai le problème, et je pense que ça rejoint notre point d'avant, vu que j'aime regarder, entre guillemets, m'inspirer de ce qu'ont fait les autres, apprendre des autres. Des fois, j'ai cette fâcheuse tendance à me comparer. Je sais pas si toi, de ce que je te connais, je t'ai rarement vu, quelques fois, mais très rarement te comparer à d'autres personnes. C'est vraiment, tu parles de toi, de ce que tu aurais pu mieux faire, de ce que tu as moins bien fait, mais tu dis pas, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Dis-le que je suis centré sur moi-même. C'est correct. Ouais, t'es totalement égocentrique. Ouais, Et que c'est t'as ça. personne qui t'intéresse. Non, c'est sûr, je pense que, comme tu as dit, c'est inévitable. Si tu as, pour moi, le bon trait de vouloir apprendre des autres, voir ce qu'ils peuvent te donner, ce qu'ils peuvent te donner de positif et même de négatif. Comme tu as dit, des leçons négatives peuvent être apprises des gens et ça te permet de les éviter. Tu peux facilement tomber dans le trap. My God, j'essaie vraiment de me forcer à pas utiliser les anglicismes aujourd'hui, mais mon cerveau fonctionne comme ça, donc je vais arrêter. Donc, de pas tomber dans le piège euh, de, de forcément te dire ah mais eux ils sont là dans la vie, moi je suis seulement là, ils ont cet âge là. J'ai la chance de pas faire ça trop souvent. Genre je pense que j'arrive à relativiser puis à vraiment m'axer sur le positif dans ma vie et de comprendre aussi qu'on est tous sur la même on est tous sur une différente horloge, on est tous sur un différent chemin de vie et qu'il y a des gens qui vont atteindre leur succès à 36 ans, il y a des gens qui vont trouver l'amour à 60 ans. T'as des gens qui vont atteindre le succès à 17 ans, mais après ils vont le perdre. T'as des gens qui vont trouver l'amour à 12 ans. Oh non, ça c'est illégal. mais, mais oui, j'avoue que dernièrement, pour m'ouvrir à toi Léo et un peu à notre auditoria, c'est le fait que je joue au football universitaire, ça me ralentit par rapport à ma carrière hors football. Dans le sens que de août à novembre, c'est quasi impossible d'avoir une job sérieuse. Et par sérieuse, je veux dire une job où tu pourrais donner plus que 15 heures semaine. Et même là, ça serait difficile de donner 15 heures semaine. Bon, il y a des gars qui le font, mais c'est souvent des gars qui travaillent à leur compte ou des gars qui ont des arrangements. C'est la compagnie de super bon ami, c'est la compagnie de la famille, nanani. Mais pour la majorité d'entre nous qui veut, tu sais, je sais pas moi, t'as fait un diplôme en business, tu veux avoir une job dans le monde des affaires, ou t'as fait un diplôme en droit, tu veux devenir avocat, peu importe. C'est quasi impossible de commencer ta carrière avec des gros stages ou avec un emploi dans lequel tu travailles en tant qu'étudiant. Ils vont peut-être t'engager une fois que tu gradues à une position plus sérieuse dans l'entreprise. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup d'étudiants qui sont nos homologues, non étudiants athlètes, faire. Ils sont dans nos cours et eux, ils gèrent ça et nous, non. Et bon, je veux dire, nous, de notre côté, on fait du sport, il y a des foules qui nous regardent, on fait des voyages en avion, etc. C'est différent. Mais des fois, autant que j'essaie de me focus sur le positif, je dis, bon, lui, il avance sa carrière, moi, j'avance. Moi, je vis un rêve d'enfant de faire du sport. Des fois, c'est inévitable pour moi de tomber dans le piège, comme j'ai dit, ouais, mais là, je prends du retard sur ma carrière, je vais sortir de l'université avec mon bac. Et oui, j'aurais joué au football, mais est-ce que j'aurais pas d'expérience dans mon domaine? Est-ce qu'il faut que j'arrête d'être un petit garçon puis que je devienne un adulte et que je fasse la vraie vie? La vraie vie, c'est le travail, t'sais. Donc oui, c'est quelque chose qui m'arrive, mais entre autres, grâce à des amis comme toi, grâce à d'autres gens des gens plus vieux surtout, et c'est là qu'on parle des leçons de vie, des gens qui ont vécu des choses que toi, t'as pas encore vécues. On me dit toujours, premièrement, suis tes passions, fais ce qui te rend heureux, parce que tu pourras toujours travailler. Regarde, même en France, tu vas être obligé de travailler 2 ans de plus. tu pourras toujours travailler, mais tu ne pourras pas toujours
faire tes passions, surtout des passions qui sont reliées au sport, ou quand t'es plus vieux, des fois c'est pas possible, ou c'est compliqué, ou t'as pas la santé pour. Et finalement, un truc qui m'avait marqué, je me rappelle plus exactement qui me l'avait dit, mais je me rappelle toujours ça quand je doute de mon parcours, c'est que si tu parles à quelqu'un sur son lit de mort, est-ce que tu penses qu'il va te dire, ou quelqu'un, une personne âgée là, qui est dans la fin de sa vie, est-ce qu'elle te dit, si seulement j'avais étudié un peu plus à l'école, si seulement j'avais gradué 1 an plus tôt, si seulement j'avais fait ma maîtrise, ou est-ce qu'ils vont plutôt te dire, si seulement j'avais suivi mes passions, si seulement j'avais continué à faire de la danse que j'ai dû arrêter parce que ma mère aimait pas ça, si seulement j'avais continué la flûte à bec, peut-être pas la flûte à bec, mais tu comprends? Voilà, à la fin de la journée, je pense qu'on est tous d'accord que c'est la deuxième option. Les gens se rappellent de... Quand les gens ont des regrets, c'est souvent leur passion, des choses qui les allumaient et non des trucs qu'ils devaient faire pour Rentrer dans le moule. rentrer dans le moule. C'est très bien dit. Je pense que ce serait exactement ça. Et c'est un vice humain, mais je pense que c'est pas très grave non plus d'être parfois envieux. D'être envieux d'autres personnes, Je pense que moi, j'ai été envieux de personnes qui, elles, ont été envieuses de moi. On a déjà eu cette discussion, toi et moi, où il y a des fois, je me dis, mais putain, mais j'aurais dû continuer à étudier un peu plus au Canada, j'aurais joué peut-être universitaire, j'aurais kiffé ce mode de vie, etc. Et toi, t'es Alors en que mode... moi, je me dis, oh my God, si seulement j'avais arrêté l'école à 18 ans, puis j'avais juste suivi une passion, aujourd'hui, je pourrais faire mon propre horaire, avoir mon audience, parler de ce que je veux. Tu sais, c'est fou. Mais the grass is always greener on the other side, des fois. Exactement. Il faut se freiner là-dessus et se dire, non, the grass is really green where I'm standing, and I'm gonna keep standing there. Et tu arroses ta propre herbe. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est vrai, mais l'herbe n'est jamais aussi en forme que sous tes pieds, je dirais. Mais quel traducteur efficace. Ouais, Serais-tu gros. québécois? Ouais, je suis... Mais attention, parce que le français se meurt dans votre province. Donc voilà, en tout cas, au niveau de nos conseils, je pourrais presque dire ça, en tout cas de mes expériences personnelles et des tiennes concernant les choses qui nous ont permis d'avancer dans nos projets, dans notre sport. Je pense qu'on a fait le tour, on a donné des clés pour travailler, que ce soit toi qui as travaillé avec mes clés, moi avec les tiennes, nous ensemble, tous travailler et essayer d'évoluer dans tout ça parce que je pense que c'est important. Si vous nous écoutez encore jusque-là, déjà, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Pensez à venir voir le show sur YouTube. On peut voir nos belles têtes, on peut discuter dans les commentaires et surtout, vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur YouTube ou même sur nos réseaux sociaux. Et on se fera un plaisir d'y répondre dans les futurs épisodes de Sans Stress. Si vous êtes sur une plateforme, pensez à vous abonner pour savoir quand les épisodes sortent, pour être au courant et suivre nos aventures. Exactement, Léo. Sur Apple Podcast, vous pouvez follow, ok? Donc suivre pour les Français. Si votre téléphone est en français, je vous juge. Et si vous êtes sur Spotify, vous pouvez follow encore une fois, suivre, mais vous pouvez aussi rate le podcast. Et si, comme je vais faire le meilleur Uber driver, si vous nous donnez 5 étoiles, ça nous ferait réellement plaisir. Comme Léo a dit, venez aussi sur YouTube. Comme vous pouvez voir, j'ai fait les contours. C'est pas pour rien. Allez, venez me dire qu'ils sont beaux. Et finalement, c'est des épisodes comme celui-ci où on aime rigoler, on aime parler d'actualité, mais aujourd'hui, on a parlé un peu plus de conseils, on a fait l'introspection, on s'est ouvert aussi un peu. Si c'est des épisodes qui vous intéressent aussi, faites-le nous savoir, s'il vous plaît, parce que ça va nous faire plaisir d'en faire un peu plus comme ça aussi. C'est Sans Stress. On approche de la fin de cet épisode et comme chaque semaine, on va vous donner notre pet peeve qui est notre animal, notre bête noire. On avait trouvé la traduction la semaine dernière. Non, on cherche encore une traduction. Cette traduction n'est clairement pas la bonne, mais on va l'utiliser parce que c'est drôle. Donnez-nous. En gros, on donne chacun quelque chose qui nous a énervé et quelque chose qui nous a redonné foi en l'humanité. Si vous trouvez un nom francophone à la place de pet peeve, on sera preneur, on est très curieux. Nick, je te laisse commenter. Qu'est-ce qui t'a énervé cette semaine ? Bon, ce qui m'a énervé cette semaine vient d'arriver. Je buvais de l'eau sur ce podcast et je me suis taché et j'ai voulu me changer parce que c'est vraiment laid, une tache en plein podcast, surtout qu'il est filmé. Mais si je me change, ça va... Léo, dis-moi les termes techniques, comme c'est toi qui s'occupe de ça. Je dirais que ça va nuire à la continuité visuelle du podcast, je dirais. Exactement. Et il n'a même pas fait l'école de cinéma, mesdames et messieurs. Pourtant, il le sait tout ça. Non, blague à part, mon pet peeve de la semaine, c'est encore une fois un pet peeve assez first world problems, ok? Donc problème de bourgeois. Ça, c'est ma traduction libre. Et ce qui veut dire que ma vie va quand même bien. Donc, j'en suis content, ok? Merci Dieu que c'est ça mon problème de la semaine. Mais
Dans le fond, aujourd'hui, avant de venir pour ce podcast, où j'ai promis à Léo que j'allais être à l'heure, car je suis un homme nouveau, j'ai dû arrêter à la banque, car malheureusement, je viens de Montréal, la capitale mondiale de la fraude bancaire, et quelqu'un a malencontreusement fraudé ma carte débit. J'ai aucune idée comment, parce que j'ai fait aucune transaction potentiellement dangereuse, mais bon, ils ont tout plein de façons, de techniques de façon de pouvoir voler nos informations. Et donc, c'est ça, j'ai reçu une petite notification, en fait un courriel de ma banque disant qu'une transaction de 1600$ sur mon compte chèque. Donc, pour mes Québécois, on parle pas de ma carte crédit, on parle vraiment de mon compte chèque. Pour mes Français, carte bleue, vous avez un compte, c'est bise. Non, on a compte chèque et compte débit. J'ai découvert ça, en fait. Compte débit et compte chèque, c'est la même chose. Ouais, pardon. Compte chèque et compte crédit, je voulais dire. Compte crédit, OK. Mais pour vous, compte crédit, c'est très peu commun. Nous, c'est très commun d'acheter à crédit. Tu rembourses à la fin du mois, mais c'est une manière d'accumuler des points. C'est une manière aussi de sécuriser ces transactions, parce que si tu as un problème à crédit, tu passes par la compagnie de crédit pour ton remboursement et eux, ils s'arrangent avec le marchand. Tu vois? Donc, En gros, sachez que chez nous, c'est très commun de payer avec crédit. Mais là, non, c'est mon compte débit. Donc, mon vrai argent, là, l'argent qui rentre de ma paye. Donc là, j'ai pris vraiment personnel. J'ai dit, quoi? Le gars a essayé de passer genre 1600 ou 1300 pour un site de vêtements designer. Alors que moi, je porte du Uniqlo, frérot. Il est audacieux. Donc, ça disait, répondre au texto oui ou non pour nous dire si c'est bien votre transaction. Mais j'ai pas reçu le texto. J'ai que reçu le courriel. Donc, j'ai dû me diriger. En fait, j'ai appelé la ligne téléphonique. Ils ont cancellé mon compte sur le coup. Mais là, moi, j'ai des paiements qui vont rentrer, mon loyer, etc. Donc, j'ai dû tout de suite me rendre à la banque, à une succursale. Mais frérot, la même façon qu'à midi, un lundi, à Sherbrooke, dans un Costco, il n'y a que des personnes âgées, c'est la même chose à la banque. Donc là, il y avait une ligne de 30 personnes. Finalement, j'arrive devant le comptoir et je vous jure, en plus là je dois texter Léo, je vais arriver 10 minutes en retard, je suis désolé. J'arrive devant le comptoir et c'est une Française en plus, ok, c'est genre une expat devant la caisse et elle dit « Excusez-moi, je dois aller à ma pause dîner. » Et elle s'en va. Et là j'ai un moment de « Ben non, c'est sûr c'est une blague. » Et là, elle est partie. Et là, il y avait personne. Il y avait personne pour servir les gens dans une succursale pendant 10 minutes. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne et me dise « Oui, monsieur. » Et puis c'est ça, finalement, cette personne-là s'est occupée de mon cas. Par contre, ces gens avaient essayé de faire 3 transactions finalement. Donc moi, j'ai juste été avisé d'une transaction, mais il y avait une autre transaction de 1300$ pour Nike et une autre transaction de 600$ pour Apple. Donc, tant mieux, la banque a pu canceller les transactions, m'ont donné une nouvelle carte débit. Et puis là, tout va bien. Mais quand je suis arrivé pour commencer le podcast, Léo était un petit peu fâché contre moi. Fâché, j'ai compris, mais j'avoue que le retard était plus long que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave. Si tu penses que ça, c'est un problème de bourge, alors écoute bien le mien. Parce qu'en vrai, t'as quand même quelqu'un a essayé de te voler de l'argent, ce qui est pas très cool. Ouais, mais à Montréal, c'est tellement commun qu'il y a beaucoup de monde qui vont te dire « C'est ça ton problème, frérot? » C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment la capitale mondiale de la fraude. Les F-boys. On dit ça comme ça, on n'a aucune preuve que c'est le cas. Ok, prendre ce podcast à la légère, c'est sans stress, mais pour moi, c'est la capitale mondiale de la fraude bancaire, en tout cas. C'est sûr. Moi, mon problème est différent. C'est un problème avec les gens et ça rejoint les propos que j'ai eus pendant ce podcast. Ok. Wow. Ça tombe bien. Pas avec tous les gens. Ok. Je vais pas faire une généralité. J'ai juste un problème sur les jeux vidéo en ligne. Est-ce que je suis addict? Peut-être. Est-ce que je suis un gros nerd? Peut-être. En gros, pour ceux qui jouent au jeu, vous savez qu'il y a des parties compétitives, des parties classées et des parties normales. Et que si tu es un être humain qui va en partie compétitive et que tu n'as pas envie de jouer, que tu t'en fous, que tu as envie de faire n'importe quoi, juste ne va pas en partie compétitive, mon frérot. Parce que là, ça pourrit ma vie, ça détruit ma santé mentale, ok? Je suis là, je frappe mon bureau parce que j'ai des problèmes de gestion de la colère face aux jeux vidéo. C'est bien, la première étape, c'est de l'avouer, Léo. C'est bien. Et tu parles à des gens, ils disent « Ah, mais ça va, gros, c'est qu'un jeu. » Bah si c'est qu'un jeu, joue en mode juste jeu tranquille, en mode découverte. Ne joue pas compétitif si c'est qu'un jeu. C'est la compétition, mon gars. C'est la street. Si
si mon rank de League of Legends à la fin de la saison, il est nul, j'aurai honte pendant quelques années déjà que j'ai honte. Voilà, c'est vraiment mon gros problème de la semaine. Waouh, des problèmes de foot dans nos vies. Hein. Ah ouais, vraiment, là, c'est difficile pour nous. S'il vous plaît, likez le podcast, comme ça on va avoir un peu d'argent et notre vie va aller mieux. Je sais même pas si on va faire de l'argent un jour avec tout ça, mais en tout cas, tu sais, on se remplit quoi? On se remplit de joie. Et Exactement. ça, c'est intangible, mais ça vaut tout l'or du monde. Voilà, Léo, c'est beau ce que tu dis. Je vais dire ça à mon bailleur, au gars qui me loge, je vais dire, hey, je peux vous donner de la joie si vous voulez. Hein. Mais en vrai, je me moque de toi, là. Mais en fait, parce que je me moque de toi parce que tu fais ça en tant qu'adulte. Parce que quand j'avais ton âge, oui. Oula, Wow. mais on a le même âge, gros. T'as vu, j'ai dit que t'as pris des conseils de foot de moi, puis que t'as vu, automatiquement, je suis ton grand. Je te prends de haut. Non, quand j'avais... En fait, la dernière fois que j'ai eu des sentiments comme toi, j'avais comme... Sur ce point en particulier, j'avais genre 14 ans. Puis c'est quand on jouait... Quand Call of Duty était vraiment gros. OK? Puis mon petit cousin, il venait à la maison. Genre, ma mère le gardait. Tu sais, il venait pour... sa mère devait travailler, whatever, là. Ou en fait, même pas ma mère. Ma grande sœur gardait moi et mon petit cousin, OK? Parce que nos mères travaillaient. Fait que mon petit cousin venait à la maison. Non, 14 ans. Il venait pas pour se faire garder. Peu importe. Mon petit cousin venait à la maison, on chillait, d'accord? J'avais 14 ans et il voulait jouer à ma console. Tu sais, genre en mode, je faisais quelque chose d'autre, s'il te plaît, est-ce que je peux jouer à Call of Duty? Et j'étais là, non. Impossible. Mon ratio est très important. J'avais genre, en plus, un ratio de merde, frérot, genre 1.25, mais pour moi, c'était comme, yo, j'ai tué pour avoir ce ratio. Puis pour ceux qui savent pas, le ratio sur Call of Duty, c'est ton kill death ratio, là. C'est ton nombre de kills, donc le nombre de personnes que tu tues dans une partie, divisé par le nombre de fois que tu décèdes. Donc, si ton ratio, c'est 1.00, ça veut dire que tu as tué autant de personnes que de fois que tu es mort dans le jeu, depuis que tu as joué au jeu, là. C'est à vie. Okay? Donc, si tu as un ratio de 1.25, pour moi, à l'époque, c'est une grosse fierté, là. Parce que ça veut dire, moi, je suis important. Genre, je suis serviable dans ce jeu. Genre, je tue plus de monde que je meurs. Donc, je suis pas n'importe qui, là. Toi, avec ton ratio, j'ai un bon ami, je vais toujours me rappeler, son ratio, c'était 0.6. Et je disais, est-ce que tu te rends compte que tu meurs plus que tu tues des gens? T'es poche, dingue! Puis ça le vexait et tout, là. Genre, c'est de... Yo, on était des... Oh, putain, on était des merdes. Non, mais je comprends parce que fut une époque, tu rencontrais quelqu'un, tu disais, ah ouais, tu joues à Call of, c'est quoi ton ratio? Genre, première question. Bro. Hein? Première question. Hein? Mais ouais, c'est pareil, là c'est ta code crédit. Je te jure. Genre... Maintenant, ça n'a aucun impact sur ta vie. Hein. Moi, je connais des gens, ils avaient des ratios de 2.7 et maintenant, ils n'ont pas d'emploi, ils travaillent au McDo. Ils sont ils ont un emploi, mais ils travaillent au McDo. Ça veut rien dire. Mais gros, c'était tellement... C'est trop important. Ça définit qui t'es. Frère, exact. Puis j'étais comme, non, c'est impossible que mon cousin... peut descendre mon ratio, là. Puis emmener m'a convaincu de jouer. J'ai dit, OK, genre, je te regarde jouer 5 minutes et on décide. Et il est mort 3 fois dans les premières 5 minutes. Et j'ai fermé la console. J'ai dit non! Il a abîmé ton ratio. En revanche, qu'est-ce qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine, Nick? Yes, ce qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, pour de vrai, là. Et ça fait quand même longtemps que je le vis, mais on dirait que c'est aujourd'hui, encore une fois, que j'ai vraiment réalisé. Bon, je joue au football universitaire. En ce moment, on est dans la saison morte. Donc, faut comprendre, on joue de août à novembre. Puis ensuite, de novembre à août, on fait que s'entraîner. T'sais, on a quelques camps ici et là, un camp de printemps, des mini-camps où est-ce qu'on fait un peu de foot, mais en majorité, on fait des courses, donc des entraînements où est-ce qu'on court, on fait des changements de direction, mais sans football, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de muscu. Donc, on fait 4 séances de muscu par semaine. Puis, tu sais, c'est des sous-groupes. C'est en sous-groupe. Genre, on est 90 dans une équipe. On s'entraîne à peu près 10 avec des horaires prédéfinis qui sont accordés à nos horaires d'études. D'accord? Et puis, les lundis, en ce moment, dans la phase de muscu dans laquelle on est, c'est lundi, c'est la force, la grosse force. Et entre autres, on fait des squats avec des weight releasers, qu'on appelle, d'accord? Donc, on prend le barbell, on le met sur notre dos, on a nos poids. Et en plus de ça, on a comme 2 crochets qui sont mis au bout du barbell. Et au bas de ces crochets-là, il y a des poids supplémentaires. Et ça sert à quoi? Ça sert à, lors de la descente dans ton squat, tu as un poids sur la barbell et aussi sur les weight releasers. Mais une fois que tu arrives assez bas dans ta phase de squat, dans ta descente, les crochets se touchent au sol, donc ils se décrochent de ta barre. Et là, la remontée se fait sans ces poids-là. Okay? Donc, c'est pour comme mettre plus de poids dans ta descente parce que, apparemment, c'est les kinés qui m'ont appris ça, on est beaucoup plus apte à prendre des charges lors d'une descente que lors d'une montée.
On est tous plus forts à la descente qu'à la montée. Tous nos muscles. OK? Puis il y a des mots plus techniques que descente et montée pour ça, là, pour d'autres muscles. C'est genre supination, whatever. Mais frérot, c'est pas mon thing. OK? Moi, on me donne un programme et je le fais. OK? Et donc, on faisait les weight release aujourd'hui. Il faut comprendre que ça prend un peu de manpower dans le sens qu'il faut, surtout quand on fait des gros poids, il faut mettre les poids sur les barbells. Ensuite, il faut mettre les poids sur les weight releasers. Ensuite, il faut s'assurer que les weight releasers release. Et après, il faut les replacer. Et on était moi et 2 autres coéquipiers sur la même station de squat à faire ça. Et tu sais, on faisait tous des poids différents. Et la camaraderie, bro, genre non, t'inquiète, c'est moi qui le mets. Non, genre, c'est vraiment... C'est con, peut-être que j'étais juste émotionnel sur le moment, mais juste voir 3 gars travailler ensemble, comme si... je sais pas comment l'expliquer, on dirait une comédie musicale, là, tu sais, où est-ce que tout le monde place un truc synchronisé, tout le monde travaille, tout le monde est heureux. Je me suis vraiment senti comme ça, puis ça crie donc les encouragements pour que tout le monde fasse son meilleur poids. Et aujourd'hui, dans cette vague de positivité au gym, un de mes coéquipiers m'a dit, Nick, ajoute ce poids-là. Donc la semaine dernière, j'ai fait 2 plates 35, ok? Donc j'ai mis une plaque de 45 livres, une autre plaque de 45 livres, une plaque de 25 livres et une plaque de 5 livres par côté sur mon barbell et 20 livres par releaser. Okay? Ça fait beaucoup de lecture, tout ça. Ouais, bon, ben, c'est pas grave. Anyway. Et en gros, c'est beaucoup de poids. Et ça faisait... J'ai fait ça la semaine dernière pour mes 3 séries, 4. Et cette semaine, j'ai fait ça pour mes 2 premières séries. Et mon coéquipier, à la fin, pour ma dernière série, il m'a dit, Nick, vas-y, monte à 40. J'étais là, frérot, c'est beaucoup. Genre, déjà, pour bien gainer puis rester stable, c'est un squat, tu veux pas te faire mal au dos. Je sentais déjà que c'était difficile, là, puis ça me prenait longtemps à remonter, puis on fait du tempo d'ailleurs, là, c'est 3 secondes à la descente. En gros, c'est très technique, et il me l'a dit, j'ai dit, ok, vas-y, je l'aurais jamais fait s'il me l'avait pas dit, je l'ai fait, je l'ai réussi, et voilà, c'est un beau petit bromance de musculation que j'ai vécu aujourd'hui. Des trucs très, très masculins, de la sueur, des poids et des hommes ensemble qui soulèvent lourd. Exactement. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Moi, est-ce que j'ai foi en l'humanité? Écoute, je sais plus. J'en suis à un point où je sais plus. Oh, il est aigri. Non, c'est pas vrai. Wow. C'est pas vrai. Écoute, l'autre jour, sorti de nulle part, j'ai un pote, un de nos coéquipiers, qui, du coup, je vais en coloc avec 2 autres gars de l'équipe. Et il vient voir un de mes colocs. Et il arrive à la maison. Et il me toque à ma porte, il me dit, hey, Léo, ça va et tout. J'étais en train de faire un truc du travail. Je dis, ouais, j'arrive, ça va et toi? Il me dit, ok. J'arrive dans la cuisine, il me dit, tiens, je t'ai apporté un gâteau au chocolat. Et le gars, il m'a fait un gâteau au chocolat pour moi, de nulle part, juste pour me faire plaisir comme ça. Et voilà, ça m'a redonné foi en l'humanité. Genre, c'est un de mes potes, bien sûr, mais gros. J'étais là, il m'a dit, ouais, gâteau au chocolat et tout, c'est pour toi, prends. Et j'étais en mode, quoi? Et voilà, donc j'étais juste heureux. Attends, je suis content pour toi, mais il t'a fait le gâteau, il te l'a acheté? Non, il a fait lui-même, il a cuisiné chez lui, il a ramené, il en a mangé aussi, mais il a dit, ouais, j'ai ramené un gâteau au chocolat et tout. Et juste pour toi, sans aucune occasion? Voilà. Okay. T'es sûr que c'est juste ton ami, frérot? ouais, de ouf. Okay. Okay. Non, mais on en a tous mangé du coup, mais genre il avait ramené... Ouais. Est-ce que c'est lui qui t'a servi aussi? Ouais. Ah, ok. Bon, bah... Il est gentil, ok? Non, en vrai, oui. c'est parce que j'avais fait un truc pour lui, mais il y a des semaines et des semaines quand je m'en souvenais même plus, tu vois. Ah, voilà. Mais en vrai, on était correct au niveau des comptes, tu vois. Ouais, vous étiez quitte. Mais pour lui, c'était une manière de... c'est ça. Il s'est dit, hey, je vais chez les gars, vas-y, je vais lui apporter un gâteau au chocolat, et comme ça on pourra tous manger ensemble et tout. Et vas-y, et c'était une petite manière de dire merci pour le service que tu avais fait. C'est fou ça, hein? Non, Quand franchement, des fois, c'est on cool. donne sans s'attendre à recevoir. Des fois, on reçoit quand même, puis ça nous surprend tellement. Puis là, on est comme, waouh, puis là, on a envie de redonner encore. Hein? C'est pas beau, ça? Ouais, je te jure. Donc, mettez vos cash app dans les commentaires. Et puis, Nick qui a vraiment envie de vous donner. Vous savez, il a sauvé $1 600 à la banque aujourd'hui. Alors, il a vraiment envie de donner et de partager avec vous aujourd'hui. Merde, moi je pensais que tu leur disais de nous envoyer des cash apps, puis j'allais dire, par contre, attendez-vous pas à recevoir, les amis. Ah non, c'est nous, on donne, on est heureux. On donne sans rien attendre en retour. Oui. Non, c'est sûr. Mais regarde, tu sais, quand on reçoit et on donne beaucoup, ça peut diminuer les tensions négatives, ça peut donc même diminuer le... Stress.
Et grâce à ça, messieurs, mesdames, on est sans stress. Si vous voulez donner quand même quelque chose au podcast, vous savez très bien ce que vous pouvez faire en nous suivant sur les différentes plateformes auditives et en venant nous voir sur YouTube et en vous abonnant. C'est important. Exactement. Ça nous ferait plaisir. Vraiment très plaisir. Je le répète, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous dire sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram, Nick 7 semaines, 7 le chiffre et semaine, comme une semaine. Pas de S, parce que je suis pas bon en français avec le pluriel. Pas de S à la fin de semaine, mais au début, il y en a une. Ah oui, exact. Il y en a un. Et moi, Monsieur Léo Sartel, Leosartel. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description du podcast selon la plateforme où vous écoutez ça. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Stress. J'espère que vous avez apprécié et restez sans stress.